Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h35, le grand débrief de l'actualité avant la vérité en face tout à l'heure. D'ailleurs, Jean-François Killy reviendra aussi. Je vous conseille de rester après 9h30 sur la contre-attaque de Daesh, l'État islamique, prison, mosquée, jeunesse, avec une enquête, un livre enquête qui est assez intéressant. Daesh, la contre-attaque, enquête sur ce nouveau visage de l'étape islamique. Ce sera à 9h30. Là, on va beaucoup parler de la liberté d'expression, parce qu'on l'a évoqué déjà avec Philippe David tout à l'heure, de ce qui se passe aussi dans les services publics, de l'audiovisuel, notamment avec la BBC, puis un parallèle peut-être avec la France, et aussi de la réforme des retraites, bien sûr, puisque aujourd'hui, a priori, il va y avoir la suspension de la réforme des retraites. Alors, est-ce que vous êtes favorable à cette suspension, oui ou non? 0826 300 300. C'est Corinne de Bayonne, tout d'abord, qui est avec nous. Bonjour, Corinne. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes pour la suspension de cette réforme des retraites ou le maintien en l'état? Alors en fait, je suis pour l'abrogation, mais je trouve que la suspension, à mon avis, c'est un leurre. Pour moi, c'est un leurre. D'accord. En fait, c'était pour donner, pour que pour éviter, la chute et la dissolution de Le Cornu, quoi. Voilà, exactement. Mais en fait, moi, j'y crois pas du tout. Et en plus, je pense que, c'est vraiment un leurre et que, en fait, moi, je suis plus pour l'abrogation. Moi, dans mon cas, pour vous citer vite fait, j'ai 53 ans, j'ai arrêté de travailler, comme beaucoup de femmes, pendant 7 ans à l'époque pour m'occuper de mes enfants. Donc, j'ai cotisé beaucoup avant d'avoir des enfants. J'ai travaillé après, mais là, par exemple, j'ai 53 ans, ça fait 2 ans que je travaille pas, je ne trouve pas de travail. Donc c'est une catastrophe. Je suis allée voir sur mon compte retraite, je dois avoir 900 € si je pars dans 10 ans. Donc en fait, il faut que je travaille là, mais je trouve pas de travail, donc c'est un peu galère. Vous cherchez dans quoi, Corinne? Dans tout, en fait, je travaille dans l'immobilier, mais l'immobilier, je vous apprends rien pour vous dire à quel point c'est très compliqué. Mais bon, c'est pas mon cas qui est important, c'était juste pour vous expliquer qu'en fait, c'est vrai, mais à travers votre cas, Corinne, c'est intéressant, c'est que évidemment, on comprend parce que quand on a une carrière qui est comme ça hachée, en fait, avec là, on veut partir plus tôt, quoi. Bien sûr, quoi. On se dit il faut. Moi personnellement, je suis pas économiste, donc je maîtrise pas. Je pense que on va me dire c'est pas possible. Mais moi, je serais plus pour le nombre de trimestres plutôt que l'âge. C'est-à-dire qu'on définit même 50 trimestres. Je vous dis une bêtise. 50 trimestres. À partir de 50 trimestres, quel que soit votre âge, vous pouvez partir. 50 trimestres, c'est pas beaucoup quand même, mais parce que là, on est à 170 aujourd'hui. Mais non, mais je comprends ce que. Pardon, je me suis trompée. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, quoi. Vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, bien sûr. C'est pas mal. Oui. Non, mais c'est vrai. Je connais beaucoup de personnes comme ça qui sont en difficulté à partir de la cinquantaine et qui se disent parce qu'ils ont du mal à retrouver du travail, quelque chose de sûr. Et pour ces personnes-là, se dire qu'il faut encore repousser la retraite, l'âge de la retraite, c'est difficile. Éric Revel, c'est intéressant. Bien sûr, les cas particuliers sont toujours intéressants et ils parlent vrai. Mais si vous voulez, sur le fond quand même, on peut partager un point, c'est que le système par répartition qui a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est plus adapté à notre démographie, il est plus adapté au niveau des pensions. Tout à l'heure, votre intervenant le disait, Patrick Roger, d'ici quelques années, je crois qu'on est à 2060, 2050, il y aura un actif pour un retraité. Donc en fait, c'est plus finançable. Le système par répartition n'est plus finançable. Alors, il y a par exemple l'idée d'une retraite à points. Ça, c'est intéressant parce que dès le moment où vous travaillez même une heure, même une journée, même une semaine, vous auriez des points retraite, quel que soit votre âge. Il y a une autre mesure que je trouve intéressante, c'est ce qu'a proposé Gabriel Attal. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire d'abonder pour chaque naissance 1 000 € payés par l'État. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais attendez. 60 ans après, ça fait 10 000 €. Oui, mais avec la possibilité pour ceux qui le peuvent d'abonder, des parents ou des grands-parents, le compte retraite d'un nouveau-né, ce qui a, à mon avis, 2 avantages. Un, ça donne l'idée quand même pédagogique que la capitalisation, c'est un débat qu'il faudra avoir de toute façon, et que 2, ça peut avoir une incidence sur la démographie, non pas parce que les gens
vont se dire j'ai 1000 €, je fais des enfants. Mais parce que, en fait, on réenclenche une politique de natalité. Maintenant, je vais vous dire, sur le fond, où je crois pas tellement à ce genre de mesures miracles. Pourquoi ? Parce que ça a déjà existé. Ça s'appelle le Fonds de réserve des retraites. Il a été créé par Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre. On devait mettre 150 milliards d'euros dedans pour soulager le système de répartition. C'est un Premier ministre socialiste. Et je vous rappelle que le Fonds de réserve des retraites, qui a servi à tout, sauf à venir en aide au système par répartition, il est géré comme un fonds de capitalisation, puisque les placements du Fonds de réserve des retraites... pas pour les retraites. Non, on l'utilise pour rembourser ce qu'on appelle la CADES, les finances sociales. Mais en réalité, il est géré comme un fonds de pension. C'est de capitalisation, c'est un ancien Premier ministre socialiste qui l'avait mis en place. Le peu d'argent qu'il y a encore dans ce Fonds de réserve des retraites, qui est utilisé pour tout, sauf pour venir au secours du système de répartition, il est placé en action, en obligation. Vous voyez ? Donc, il faut y aller, il faut avoir ce débat national sur la capitalisation. Pardon. Moi, je trouve que Corinne met le doigt sur deux choses qui font mal et dont on ne parle pas en France. Le premier point, elle a eu des enfants. Elle s'est arrêtée pour les élever, c'est la politique familiale. Une politique familiale qui, rappelons-le, a été cassée sans autre forme de procès par un président qui s'appelait François Hollande. Pourquoi il a cassé ? Il a fait notamment les allocations familiales sous conditions de ressources, etc. Ça s'appelle casser la politique familiale, ni plus ni moins. D'ailleurs, remarquez bien une chose, depuis la politique de Hollande, la natalité baisse en France. Enfin, baisse Non mais attendez, excusez-moi, mais comme dans un... Hollande qui empêche de faire des bébés. J'ai pas dit qu'Hollande mais excusez-moi, je n'ai pas dit qu'Hollande empêchait de faire des bébés. Soit dit en passant, je ne me permettrai pas de dire ça. Mais on a fait comme la politique familiale, c'était quand même un des fondements qui faisait que la France avait une meilleure natalité que les autres pays européens. On l'a cassé. Ça, il faudrait mettre pour les femmes qui élèvent leurs enfants ou les hommes qui élèvent leurs enfants des bonus pour avoir une cotisation minimale pour avoir une retraite. Deuxième chose, et elle le dit très bien, Corinne, c'est l'emploi des seniors. On a fait X plan pour l'emploi des jeunes, mais l'emploi des seniors en France, c'est tabou. Par contre, chose importante, le système par répartition n'est plus viable. Vous savez comment il est né le système par répartition ? Je ne parle pas en France, je parle au niveau mondial. C'est Bismarck qui l'a mis au point en Allemagne dans les années 1870. Vous savez ce qu'il a demandé comme question à ses conseillers ? Il a dit à quel âge meurt-on ? On lui disait à 65 ans. Il a dit, eh bien très bien, la retraite sera à 65 ans. C'est-à-dire que tout le monde cotisait, mais les 3/4 des gens mouraient avant. Donc c'est sûr que vu comme ça, la retraite par répartition, ça marchait. Aujourd'hui, on vit 80, 82, 84, 90 ans. Donc ce n'est plus viable. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est quand je vois ce reniement sur les retraites, ça me rappelle une citation de James Freeman Clark, le ministre américain, qui disait « Un homme politique pense à la prochaine élection, un homme d'État pense à la prochaine génération. » Parce que la dette, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont la payer. Oui, mais alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme Corinne, et je ne sais pas, vous pouvez continuer de réagir au 0826 300 300 et nous appeler, qui se disent « Oui, mais en attendant, nous, c'est difficile aujourd'hui. Notre système, il est... que pour des gens qui ont la cinquantaine et donc qui n'en peuvent plus et qui se disent j'attends la retraite quoi. Patrick, mais je suis entièrement d'accord. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les seniors n'arrivent plus à trouver de job. Vous perdez votre job à 50 ans, c'est une quasi peine de mort sociale. Et là il faudrait rendre beaucoup plus incitatif l'embauche des seniors. Premier point, je suis d'accord avec Corinne sur les trimestres, ça devrait être la valeur cardinale. Si on commence à bosser à 14 ans, c'est pas la même chose que si on commence à bosser à 24. On est entièrement d'accord. Mais surtout, et je vais lever un tabou, il faudrait mettre un peu plus d'égalité dans les régimes de retraite, entre les fonctionnaires, les régimes spéciaux, le privé étant toujours le dindon de la farce. C'est vrai, on s'est attaqué un peu justement au régime public, là, mais beaucoup moins qu'au privé. Bon, Corinne, je ne sais pas si on a répondu. En tout cas, votre réflexion était intéressante. Vous avez vu. Corinne, donc vous êtes toujours en ligne avec nous. Corinne n'est plus avec nous. Bon, voilà, viens. À l'instant, on vient de raccrocher parce qu'il y a d'autres appels. Non, mais on lui souhaite de trouver quelque chose. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin de Bayonne et que vous avez besoin de quelqu'un, vous avez vu, Corinne, elle est disposée quand même à travailler. Vous nous appelez, tiens, on mettra en relation. Allez, dans un instant, on continue avec vous, Philippe David et Eric Revel. Je m'appelle Agence pour l'emploi maintenant. Avec John et... La réalisation est Manu. Après France Travail, Sud Radio Travail. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h.
Patrick Roger. On va parler dans un instant avec Philippe David et Éric Revel, ainsi que Benjamin Glaise et vous au 0826 300 300 de la liberté d'expression. Et ce que l'on peut dire ou pas, et jusqu'où on peut comparer certaines choses. Avant cela, les retraites, toujours. Il y avait des appels, évidemment, mais ça a raccroché en fait. Justement. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300. Continuez d'appeler sur la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait la suspension, l'abrogation qu'on reporte pour gagner 6 mois, 1 an, tel que c'est prévu aujourd'hui, ou est-ce que vous dites que de toute manière il faudra faire un effort, mais il faudrait peut-être mettre d'autres réformes sur le chantier auparavant. Juste avant cela, hashtag on en parle avec vous, Benjamin Glaise, sur cette déclaration du militant écologiste Cyril Dion qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'il compare les morts du terrorisme islamiste, puisque évidemment en ce moment on en parle beaucoup, c'est demain le 13 novembre, il les compare avec les morts de la pollution atmosphérique, la pollution de l'air. Oui, effectivement, cette mise en perspective, elle choque alors que nous commémorons demain ces 10 ans des attentats de Paris. Cyril Dion, c'est un réalisateur, un écrivain, grand défenseur de la cause environnementale. Et il a fait cette comparaison sur France 5 dans l'émission C'est dans l'air lundi. Écoutez, il répondait à la journaliste Caroline Roux. Celle-ci lui demandait pourquoi l'écologie aujourd'hui n'est plus porteur dans le débat public. Ça n'est pas porteur dans la façon dont c'est abordé, mais ça pourrait être tellement porteur. Ouais. C'est-à-dire que si on déplaçait le sujet de la sécurité en disant, en fait, est-ce que être en sécurité, c'est pas faire en sorte que quand on boit de l'eau au robinet, il n'y ait pas de pesticides, il n'y ait pas de polluants éternels, que quand on sort dans les villes, en fait, on ne meurt pas de la pollution de l'air, de maladies cardiovasculaires. Je vous donne juste un chiffre pour étayer le propos. Le terrorisme islamiste, entre 2012 et 2023, ça fait 273 morts en France. La pollution de l'air, ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts sur la même période. Qu'est-ce qui nous rend le plus en insécurité ? Et nous sommes à la veille de l'anniversaire, malgré tout, des attentats du Bataclan qui a heurté naturellement le pays. Mais vous dites qu'il faut mener ce combat pour la sécurité alimentaire et la sécurité au quotidien. Et on sent tout le malaise, la gêne de cette journaliste. En tout cas, sur les réseaux sociaux, cette comparaison ne passe pas. Certains contestent les chiffres avancés par Cyril Dion et d'autres, assez nombreux, s'indignent de cette comparaison. Qui plus est cette semaine. En fait, voilà, c'est surtout sur la comparaison, la manière d'amener le débat. Parce qu'il était interrogé sur la COP qui a lieu au Brésil, bien sûr, Éric Revel. Moi, je suis outré. Je veux dire, je suis doublement outré. Je suis outré de cette comparaison. Là, on pourrait dire, que les accidents de la route font plus de morts 3000 par an que les attentats islamistes. On pourrait dire que Hiroshima fait plus de morts. Enfin, c'est lamentable comme comparaison. Donc, je suis outré par la comparaison, mais je vais vous dire, moi je donne pas de leçons de journalisme à personne. Bon, mais quand même, quand Caroline Roux dit la France a été heurté par les attentats, pardonnez-moi, on est traumatisé par ces attentats qui ont jamais fait autant de morts dans notre pays, et au Bataclan, et sur les terrasses de café, et autour du Stade de France à l'époque. On n'est pas heurté, on est heurté par une déclaration, mais pas pour un massacre de masse comme celui-ci. Je suis doublement choqué. C'est vrai que ce n'est pas évidemment l'expression qui correspondait. Mais tout est dans le relativisme dans l'époque dans laquelle on vit. Après tout, on peut le dire, le tabac tue beaucoup plus. C'est 70 000 morts par an, je crois, l'alcool 50 000. Mais là, on est vraiment dans le relativisme. Et je suis bien d'accord qu'on n'est pas heurté, on est meurtri, on est saigné à blanc par ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. Ce que vous disiez, en fait, tout à l'heure, là, on allait un petit peu sur ce terrain, finalement, de la comparaison. Quand vous parliez de Guillaume Kasbarian, qui a fait voter une loi anti-squat, notamment, parce qu'il y a une bonne loi qui va pas assez loin, à mon avis. Je suis pas là pour juger, en fait, totalement. C'est vrai qu'il y a des abus, évidemment, avec les squats. On l'a vu dans le reportage à 8h, tout à l'heure, avec cette infirmière en pleurs, parce qu'elle dit, moi, j'avais fait des économies, etc. Et justement, ça nous ramène au sujet des retraites. Je sais que j'ai une petite retraite, donc j'avais mis 90 000 euros dans un appartement pour ensuite avoir un petit loyer. Donc, elle contribue à faire tourner la machine. Et aujourd'hui, c'est squatté, elle ne peut plus rien faire. Elle voulait même reprendre son appart pour y habiter. Elle ne peut pas. Elle est à la rue. Non, mais on est chez les fous. On est chez les fous. Et le pire, c'est que c'est Kasbarian les squatteurs. Qui est donc menacé de mort. Les squatteurs, ce sont des délinquants, ce sont
sont des voyous. Il faut appeler un chat un chat. C'est pas le propriétaire qui est un voyou, sauf à vouloir faire de la France la Corée du Nord, où il n'y a plus de propriétaire. Attendez, les marchands de sommeil, ça existe, c'est des voyous aussi, il n'y a aucun problème. Mais là, dans le cas de cette femme, ou dans le cas de plein d'autres, on peut pas défendre les squatteurs. Faut être quand même un peu sérieux. Bon, sur les retraites, justement, c'est Patrick de Montrouge, en région parisienne, qui est avec nous et qui voulait réagir quand il nous a entendu, en fait, à l'instant, comme beaucoup d'autres auditeurs. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour Monsieur Roger. Je me permets de vous téléphoner là parce que j'entends effectivement le débat sur les retraites, suspension, abrogation, enfin etc. Et j'ai tiqué là un petit peu tout à l'heure. Alors moi, vous savez, je fais partie des affreux boomers qui ont ruiné. Voilà. Bon, moi je suis né en 1951. Pour les gens de ma génération, oui, parce qu'il faut parler de génération, il fallait cotiser pour avoir une retraite à taux plein, autant au niveau de l'âge qu'au niveau du nombre de trimestres. Il fallait cotiser 163 trimestres. Aujourd'hui, on parle de 170. Moi, je suis parti en retraite en 2013 et j'ai déjà validé 170 trimestres en 2013. Donc je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, s'accrocher comme l'huître au rocher, non, c'est pas possible. Je lisais encore un article dans le journal Le Poids, je crois que malheureusement, il faudra effectivement travailler plus. Alors il y a quelque temps, j'ai entendu un jour un débat qui n'a pas fait beaucoup de... Enfin bon, c'était quelqu'un, je crois, du patronat. Je crois qu'aujourd'hui, il faut, distinguer entre les salariés qui ont un métier pénible, et puis des gens comme moi qui ont travaillé dans les bureaux, bien au chaud l'hiver, bien climatisé l'hiver. Moi, je crois qu'il faudrait qu'effectivement qu'il y ait deux catégories de personnes. On estime les gens qui ont fait des métiers pénibles à peu près à 30% des travailleurs, que ces gens-là puissent partir à 62 ans, peut-être même un petit peu avant, mais des gens comme moi, qui ont travaillé dans le secteur tertiaire, travaillé jusqu'à 66 ans, 67 ans, il faut faire comme ça. Mais je suis pas économiste, mais c'est pas possible d'essayer Alors quand on est, c'est vrai, Patrick, quand on est gardé dans son emploi, parce que y compris dans le secteur tertiaire, il y a eu dans les banques, dans les assurances, il y a eu quand même beaucoup de plans ces derniers temps. Et à 57 ans, 58 ans, on vous poussait vers la sortie. Alors il y a eu des plans d'accompagnement qui ont été très gros. D'ailleurs, on a dépensé énormément d'argent. C'est vrai que quand on est au chaud, entre guillemets, ça va, on peut travailler longtemps, mais quand on ne l'est pas, plus difficile quand même, Patrick, non ? Mais c'est ce que je vous dis, Patrick. Effectivement, il y a des gens, les couvreurs, enfin les gens qui font la nuit, etc. Tous ces gens-là qui ont des métiers pénibles, il faudrait une fois pour toutes les identifier, leur dire cela. Bon, c'est 30%. Les conditions de départ à la retraite seront différentes des 70% de gens comme moi qui ont travaillé dans le secteur tertiaire, etc. Non, c'est pas possible. Non, non, mais c'est vrai. Il faut revoir les choses et probablement aussi faire des efforts, Éric Revel. Ce qu'on a vu en fait. Oui, c'est un autre témoignage très intéressant, intéressant. Mais vous avez raison, Patrick, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les nouvelles générations ont une conception du travail qui est différente de la nôtre. C'est qu'ils ont vu leurs aînés, leurs parents se faire virer des boîtes à 50 ans ou à 55 ans. Et c'est sans doute pour cela qu'au-delà du fait de donner un sens à leur travail, les jeunes générations, en fait, papillonnent, changent facilement d'entreprise parce que précisément, ils ont en mémoire la façon dont leurs aînés se sont fait virer des boîtes. Puis c'est vrai. Puis alors ils se disent, qu'est-ce qui se passera dans 40 ans, ces jeunes générations. Non, mais c'est vrai que c'est difficile parce que une retraite. Bah oui, je pense qu'il n'y aura pas le même système. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont de plus en plus longtemps aussi, effectivement, dans leurs études, pour ne pas forcément avoir de meilleur boulot qu'auparavant, mais ils ont du mal à trouver en fait des débouchés dans certains secteurs. Donc ils multiplient jusqu'à 22, jusqu'à 23, jusqu'à 24 ans, jusqu'à 25 ans des études. Et pendant ce temps-là, ils ne cotisent pas. Là, on devrait se pencher en fait sur la question, parce que ça veut dire que si vous commencez à travailler à 25 ans, voilà. Eh oui. Bon, on a compris, Philippe David. Merci. Parce que très bonne dernière intervention. Celle-là, elle est bonne. Tout le fluide est passé dans le micro. Elle fait ma journée. Remarquable intervention. John me rappelle à l'ordre dans un instant. Donc Jean-François Aquili, La Vérité en face, et les auditeurs qui vont continuer d'appeler et de réagir, bien sûr. Vous pouvez rester si vous voulez, Philippe. On vous retrouve dans les vraies voix aussi. Merci. N'abusez pas. Merci, chers amis. Cécile. Ah oui. Vous lui avez ramené une choucroute de l'Alsace.
face ou pas? Non, parce qu'elle c'est un pas assez régime pour elle. Et puis moi, il faut qu'elle soit copieuse, la choucroute. Mais vous passez maintenant dans les portes, vous passez ni profil ni face.